ici. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. On commence tout de suite par les titres. Dans ce journal, nous parlerons de l'impact du Covid-19 sur l'économie du continent africain, notamment sur les petites entreprises à Dakar et le secteur de la restauration au Cameroun. Dans notre segment Question du jour, Salwa Jafari évoquera les caractéristiques des tests du Covid-19. Comment comprendre son test lorsqu'il est positif ou négatif? Élément de réponse dans un instant. Le bilan humain du nouveau coronavirus s'élevait dans la matinée du 13 avril à plus de 550 000 cas confirmés et plus de 21 000 décès ici aux États-Unis. Pourtant, le pays envisage une reprise de ses activités normales le 1er mai. Une fois encore, bonsoir. Les lampions de Pâques se sont éteints hier dimanche. Avant sa traditionnelle bénédiction pascale Urbi et Orbi, le pape François, privé de fidèles, a appelé à répondre à la pandémie de Covid-19 par la contagion de l'espérance et exhorté les pays riches à se garder de tout égoïsme vis-à-vis des plus pauvres. De l'intérieur de l'immense basilique Saint-Pierre, les premières pensées de François ont été adressées aux malades, à ceux qui sont morts et aux familles. L'Afrique enregistre à ce jour plus de 14 500 cas de Covid-19 et un peu moins de 800 morts, c'est selon l'Union africaine. Au Sénégal, le président Macky Sall s'est félicité du respect de la distanciation physique, mais n'a pas exclu d'imposer un confinement total. Le pays compte 291 cas de Covid-19. Les autorités du Niger, elles, ont rendu le port du masque obligatoire à Niamey, la capitale. Au Maroc, les autorités annoncent l'arrestation ce week-end de plus de 4 300 personnes pour non-respect des mesures d'urgence, dans le cadre bien sûr de la lutte contre le nouveau coronavirus. Enfin, en République démocratique du Congo, le siège du Parlement a été désinfecté ce lundi après la désinfection hier de Gombe, quartier des affaires épicentre de la pandémie à Kinshasa, la capitale. Le pays a officiellement enregistré 235 cas confirmés de Covid-19 avec 20 décès. Un deuxième décès toujours en RDC lié à l'épidémie d'Ebola dans l'est de la République démocratique du Congo donc a été enregistré dimanche dans la ville de Beni, 48 heures après un premier cas qui a marqué une reprise de l'épicentre dont la fin devait être, de l'épidémie dont la fin devait être proclamée ce lundi. C'est ce qu'ont indiqué les autorités sanitaires congolaises. Ce deuxième cas a fréquenté le même centre de santé que la victime enregistrée vendredi, un homme de 26 ans. Au Sénégal, de nombreuses petites entreprises de Dakar souffrent des mesures de restriction imposées par le gouvernement pour lutter contre la pandémie du Covid-19. Parmi elles, celle d'un vendeur ambulant de café. Boubacar Barry, c'est son nom, continue de travailler dans les rues de Dakar malgré les risques liés au nouveau coronavirus. Car, dit-il, il doit faire vivre sa famille au risque de sa propre vie. Yacouba Ouedraogo nous amène dans son univers. Boubacar Barry vend du café dans les rues du quartier des affaires du Dakar à partir d'une petite charrette métallique mobile. Il avait beaucoup de clients jusqu'à ce que le gouvernement limite les déplacements et encourage les gens à rester chez eux pour lutter contre la propagation du coronavirus. Actuellement, celui qui te dit qu'il n'est pas affecté sur son domaine, il t'a menti. C'est dur, mais on tient. C'est pas toi, c'est pas moi. C'est un phénomène naturel. C'est un phénomène naturel.
le Covid-19, on prie Dieu pour qu'elle finisse vite. Marié et père de 2 enfants, Barry avait l'habitude de quitter sa maison à 4h30 pour aller travailler. Mais maintenant, il ne peut plus partir avant 6h du matin à cause du couvre-feu imposé par le gouvernement. Il doit également quitter son travail plus tôt. Ses revenus en sont sérieusement affectés. Avant, je vendais au moins 100 ou 150 tasses par jour. Mais maintenant, là, j'ai que peut-être si je vends 40 ou 50 cafés par jour. Mon business a chuté au minimum à 60%. Malgré cette perte des 2/3 de ses revenus, Barry continue à arpenter les rues, courant ainsi des risques de contamination pour nourrir sa famille. Il y a des gens, des milliardaires qui ne sortent même pas, ils sont enfermés dans leur coin. Mais nous, on risque parce que tu es obligé. Le Covid-19 est dur, mais la faim est plus dure que le Covid-19. Si tu n'as rien à la maison, tu es obligé de sortir parce que tu ne peux pas mourir à la maison de faim. Tu sors. Si tu vas mourir, tu mourras à route. Pour éviter de mourir de faim, Barry pourrait faire un tour à une centaine de mètres de sa charrette de café. Là, la propriétaire du magasin de vêtements Saïda et certaines de ses amies sont à l'œuvre. Elle rassemble des denrées alimentaires pour les distribuer aux personnes qui sont affectées par les restrictions du gouvernement. Avec cette maladie qui est venue sur Dakar, j'ai essayé d'aider mes voisins avec le peu qu'on a, avec les voisines. Du riz, des oignons, des pommes de terre, de l'huile, le marché de tous les jours. On essaie un peu de leur soulager leur quotidien. Les vendeurs de rue, les laveurs de voitures, les agents de sécurité travaillant habituellement dans le même quartier ont tous reçu un sac contenant du riz, des pommes de terre, de l'huile et d'autres articles qui, espère Saïda, les aideront à faire face à la situation actuelle. Autre destination, même réalité. Au Cameroun, l'on enregistre une baisse drastique de fréquentation des restaurants selon le syndicat des industries de l'hôtellerie et du tourisme du pays. C'est l'une des conséquences du Covid-19 puisque les restaurants ferment désormais leurs portes à 18h sur ordre du gouvernement. Toute la filière est affectée par cette mesure. C'est ce que nous indique à Yaoundé notre correspondant Emmanuel Juntap. Le restaurant Cercle Vert à Yaoundé ferme habituellement ses portes à 23h. À cause du Covid-19, les activités s'arrêtent désormais ici à 18h. Un coup dur pour le promoteur René Wembe, qui dit avoir perdu 60% de sa clientèle et mis 19 personnes en chômage partiel en l'espace de 10 jours. Ce matin même, je suis descendu adresser cette correspondance à ma banque. Et je suis en train d'attendre leur réaction parce que les versements que je faisais avant, en rapport avec mes crédits, ma découverte que j'ai au niveau de la Société Générale, je ne peux plus assumer. Plus loin, nous rencontrons au centre-ville la promotrice du restaurant Le Marseillais Plus. Elle s'est séparée partiellement de 2 employés. Lors de notre passage, son restaurant est resté désespérément sans clients. Si je payais 5 poissons, je paye 2. Si j'ai 2 clients, je dis Dieu merci. Vous entendez, non? Il y a une baisse. Vous devez comprendre. Mais vous voulez que je fasse quoi? Les Camerounais qui fréquentaient les restaurants aux heures tardives ne peuvent plus le faire. Depuis le 18 mars dernier, le syndicat de l'hôtellerie et du tourisme au Cameroun redoute que ce corps de métier ne soit bientôt sinistré à cause du nouveau coronavirus. Nous aimerions qu'il soit officiel, qu'on ne soit pas à la merci peut-être du banquier, qu'il soit officiel, qu'il y ait une césure, une suspension peut-être de l'appurement des intérêts, que l'on convienne tous ensemble que des concepts comme la taxe sur la valeur ajoutée, la TVA, pourraient être suspendus en ce moment. Le gouvernement n'a jusqu'ici pris aucune mesure d'accompagnement pour les opérateurs économiques. Emmanuel Juntap pour VOA Afrique. La pandémie du coronavirus poursuit sa sinistre progression, même si les mesures de confinement semblent commencer à porter leurs fruits dans certains pays d'Europe. À Moscou, où les services de santé sont surchargés, un système de laissez-passer électronique a été lancé ce lundi pour renforcer le contrôle du confinement dans la capitale russe.
Au moins 2550 nouveaux cas ont été enregistrés en Russie ce lundi, portant le total officiel à au moins 18 330 malades et 148 morts. Le Covid-19 a infecté plus d'1,85 million de personnes et tué au moins 114 000 personnes dans le monde, selon l'université Johns Hopkins. Au plan économique, les pays de l'OPEP ont convenu dimanche soir d'une baisse de production d'une ampleur inédite dans l'espoir d'enrayer la chute des cours affectés par la pandémie de nouveau coronavirus. Ici, aux États-Unis, l'économie pourrait redémarrer graduellement en mai. C'est ce qu'a estimé dimanche l'expert médical Anthony Fauci de la commission spéciale de la Maison-Blanche sur le COVID-19. Le docteur Fauci reste tout de même très prudent alors que la pandémie de coronavirus semble s'approcher de son pic dans le pays. Le nombre de cas confirmés aux États-Unis s'élevait à plus de 550 000 et celui des décès à plus de 21 000 dans l'État de New York, épicentre de la pandémie ici aux États-Unis. Le nombre de morts approche les 10 000. À Washington, D.C., la capitale américaine, et les États voisins, que sont notamment la Virginie et le Maryland, le nombre de cas confirmés s'élevait à au moins 15 397 lundi, pour un total de 427 décès. De nouvelles données montrent que les communautés noires sont les plus durement touchées par la pandémie. Aujourd'hui, dans la rubrique Questions du jour, comment dépister le Covid-19 ? Salwa Jafari résume pour nous les moyens dont disposent les spécialistes et les caractéristiques d'un test positif ou négatif. On regarde. Question du jour, comment dépister le Covid-19 ? Il existe deux principaux types de tests pour détecter la présence du nouveau coronavirus. Si un patient est infecté, un test moléculaire est effectué. Ce test cherche des séquences génétiques spécifiques au SARS-CoV-2. Un échantillon d'écouvillon est prélevé du nez, de l'arrière de la gorge ou des expectorations du patient. Dans un laboratoire spécialement conçu, une analyse des gènes est réalisée à l'aide d'une technique qui amplifie les parties du génome. Le résultat est positif si 2 gènes spécifiques du SARS-CoV-2 sont détectés. Un résultat est possible en quelques heures. Pour vérifier si un individu a été infecté par SARS-CoV-2 dans un passé récent, un test sérologique est effectué. Un échantillon de sang est prélevé pour rechercher les anticorps produits par le système immunitaire pour combattre le virus, qu'une personne soit malade ou non. Les techniciens recherchent 2 anticorps principaux. Les IgM, produits au début d'une infection, et les anticorps IgG qui apparaissent plus tard. Si les 2 sont présents, le patient est infecté. Si seule l'IgG est présente, cela signifie que le patient se rétablit ou s'est complètement rétabli et qu'il a acquis une immunité, bien que l'on ne sache pas depuis combien de temps. Les résultats de ces tests sont disponibles en quelques minutes. Les tests Covid-19 sont nouveaux et il est difficile d'évaluer leur précision. Les tests peuvent produire de faux négatifs, ne permettant pas d'identifier des preuves de SARS-CoV-2. Parfois, les faux négatifs résultent d'une erreur humaine ou de problèmes dans la procédure. Effectuer le test trop tôt ou trop tard, par exemple, peut conduire à un faux négatif. La précision de tests similaires pour la grippe est généralement de 50 à 70%. C'était Question du jour de VOA Afrique. Vous regardez chez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique. Alongside Nigeria, we survive the future with Mr. Soprano. You know what it is, my bad records, get it on. Too many haters started, I ain't gonna be here. I'm ignoring the fake track in my pen, I replay.
Merci de nous rejoindre pour cette deuxième partie du Monde aujourd'hui. John Linden, de retour avec vous. Le monde de la technologie ne cesse de bouger, particulièrement en cette période de crise sanitaire mondiale. Arzuma Compaoré fait le point sur les dernières trouvailles dans sa rubrique hebdomadaire Afrotech. Bonsoir John et bonsoir à toutes et à tous. Dans Afrotech de cette semaine, nous poursuivons notre série d'entretiens avec ces acteurs de la tech africaine qui développent des solutions pour lutter contre le coronavirus. Aujourd'hui, nous sommes allés à la rencontre de Gildas Guiela. C'est un entrepreneur, un promoteur depuis 2011 en fait de l'espace Wakat Lab, qui est un espace d'innovation et d'entrepreneuriat où les jeunes peuvent venir développer des solutions locales pour des problèmes locaux. Gildas Guiela, vous êtes burkinabé, vous êtes présentement à Ouagadougou, la capitale. Vous avez décidé de vous engager dans la lutte contre la pandémie. Quelle démarche vous avez réussi à entreprendre jusque-là pour participer à la lutte? La première action que nous avons faite, je suis allé rencontrer la direction du service informatique du ministère de la Santé parce que c'est les premiers acteurs qui sont directement concernés par rapport au fait à cette pandémie, ceux qui doivent évidemment mettre en place les stratégies pour lutter, pour leur demander quelles sont les problématiques que vous rencontrez. On a échangé avec eux et on les a dit, nous on peut travailler pour mettre en place un outil numérique qui va vous permettre au fait de pouvoir suivre ces cas contacts-là. Donc nous avons déjà travaillé sur cette première solution pour eux. Et la deuxième solution, c'était de se dire, qu'est-ce que nous pouvons faire encore sur le volet matériel? Donc on s'est dit, nous en tant qu'espace d'innovation, nous pouvons produire des visières pour offrir au personnel de santé et aussi deuxièmement travailler sur des ventilateurs respirateurs. Il y a un modèle de respirateur sur lequel on est en train de vouloir assembler, voilà, avec un poumon comme ça, de ce genre-là, avec lequel, au fait, nous avons imprimé tout ce qui est armature. Et donc, l'objectif, c'est vraiment, avec le moteur, de permettre, au fait, de pouvoir actionner, voilà, pour utiliser. On attend de travailler sur un deuxième prototype. Là, au fait, c'est le moteur qui n'est pas forcément adapté. Donc, on attend, même ce soir, on doit recevoir d'autres moteurs. Donc, on attend les nouveaux moteurs pour les assembler au fait. Alors, c'est très intéressant, mais ces visières, de façon concrète, comment elles aident le personnel soignant? Rien qu'avec ton masque, tu es toujours exposé au danger au fait. Et deuxièmement, voilà, ils ont des gants sur lesquels ils utilisent pour toucher tout au fait. Donc, ça veut dire que c'est des gants qui sont infectés. Et facilement, avec un réflexe, tu peux vouloir te gratter les yeux, tu peux, voilà. Donc, avec ta visière, tu vas faire comme ça et tu vas te rendre compte qu'il y a une protection au fait. Et évidemment, ça te protège, vraiment, ça les protège beaucoup. Déjà, sur le modèle ouvert à tous, c'est que les gens, ils pourront en fabriquer eux-mêmes et ça va, au fait, permettre à chacun de fabriquer ses propres visières. Ça veut dire que nous, on ne va pas forcément, au fait, oublier d'en offrir à des gens qui sont dans l'extrême besoin. On comprend bien, chacun pourra fabriquer son propre masque, mais ça va coûter combien? Le coût, il est presque nul, au fait. Parce que déjà, le transparent, tu l'as à maximum 50 francs. Et le papier et, comme on appelle, le plastique vert qui est là, tu peux même le récupérer. Au fait. Donc, c'est à un coût de production de maximum 55 francs. Alors, toutes ces innovations, toutes ces visières, vous avez décidé de ne pas les commercialiser. Pourquoi? Notre objectif, c'est de montrer qu'en local, il y a des compétences qui peuvent produire de la valeur ajoutée. Et au-delà de Covid-19, pour qu'on puisse comprendre que ceux qui nous pensaient vraiment fous et des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire de leur vie parce qu'on ne passait notre temps qu'à parler de Fab Lab, de prototypage, de recherche et développement, personne ne voulait nous écouter. Et je pense que maintenant, ils ont compris que ça a quand même une certaine valeur ajoutée. J'ai un petit regret par rapport à quelque chose. Si nos gouvernants et nos administrations avaient eu confiance aux jeunes qui travaillaient dans ce genre d'espace, aujourd'hui, en termes de respirateurs, on aurait fabriqué des milliers de respirateurs pour ce pays. On aurait déjà eu des plans qui sont validés par le personnel sanitaire qui aujourd'hui, au lieu de travailler à faire valider, on allait en produire en masse. C'est en même temps un regret, mais je pense que c'est en même temps un appel pour qu'on puisse comprendre que la jeunesse africaine aujourd'hui a les compétences qu'il faut pour développer le continent. Voilà qui referme Afrotech de cette semaine. On se dit à lundi prochain pour encore plus de tech sur le continent et partout ailleurs dans le monde.
La vie était déjà difficile pour les enfants de la rue au Sénégal avant l'épidémie de coronavirus. Aujourd'hui, les petits mendiants de Dakar, dans l'impossibilité de recevoir de l'argent des passants, dépendent essentiellement de la distribution de nourriture et d'eau d'organisations caritatives. Nathalie Barche. La vie n'a jamais été aisée pour les enfants de la rue à Dakar et dans d'autres villes sénégalaises. Et la crise sanitaire mondiale ne fait que la rendre encore plus difficile. Beaucoup de restaurants et de boulangeries qui offraient de la nourriture ont fermé. De généreux piétons ayant largement disparu. Et les personnes qui sortent ont souvent peur de se rapprocher des enfants. Je trouve vraiment indigne et inhumain que des enfants comme ça soient exposés autant que ces enfants-là. Ils n'ont pas demandé à être dans la rue. Et je pense que l'État, la population, la société civile, tout le monde aujourd'hui devrait faire focus sur ces enfants-là et se dire qu'en fait, les gens ne se rendent pas compte que ces enfants qui sont là aujourd'hui dans la rue, c'est une bombe pour le Sénégal. Certains des enfants de la rue se sont enfuis de chez eux et d'autres sont des talibés. De jeunes élèves que des responsables d'écoles coraniques obligent à mendier. Plusieurs ont fui ces écoles informelles qui, pour la plupart, ne respectent pas leurs droits. Le gouvernement affirme intervenir pour retirer ces enfants de la rue, mais les défenseurs des droits humains disent que les autorités ne font pas grand-chose pour résoudre le problème. Les petits mendiants font toujours partie du paysage à Dakar, tandis que les marabouts qui abusent de ces mineurs ne sont guère inquiétés. Aujourd'hui, les talibés et autres enfants des rues sont à la merci de qui voudra leur tendre la main, une main à éviter à cause du nouveau coronavirus. Les répercussions économiques liées à la crise du coronavirus sont multiples. Au Burkina Faso, les salles de spectacle comme les cinémas risquent la faillite à cause du confinement et du couvre-feu nocturne imposé par les autorités pour tenter de ralentir la propagation du Covid-19. Un jeune cinéaste qui avait présenté un film au dernier festival du FESPACO a vu ses espoirs de financement de son dernier long-métrage réduits à néant. Claire Morin-Gibourg. Ouagadougou est depuis longtemps l'une des capitales du cinéma africain, notamment grâce au prestigieux festival du FESPACO. Les Burkinabés aiment aller au cinéma, notamment dans la salle du Nirwaya. Mais aujourd'hui, son directeur, Rodrigues Caboré, est assis seul dans la salle de 1000 places. Pour arrêter la propagation du Covid-19, le gouvernement a imposé l'état d'urgence, interdit les spectacles et tout grand rassemblement. J'ai pris un exemple de 5 millions de recettes que nous faisons par chaque semaine. Chaque semaine, si vous multipliez par 4 semaines, ça vous fait à peu près 20 millions. Mais admettez qu'avec moi, autour de ces 20 millions, vous avez minimum 40 à 50 personnes qui vivent de ces 20 millions. Ça, c'est déjà un impact négatif qu'on va constater. L'impact est aussi important pour le réalisateur Abdoul Bagué, dont le dernier film était sur le point de sortir. La projection a été annulée et le cinéaste a peur que personne ne puisse voir son film. Alors la projection de ce film aurait pu nous faire gagner environ 2 à 3 millions par semaine. Voilà. Donc c'est forcément un manque à gagner, c'est une perte. Pour Akis Caboré, le directeur de la salle Nirwaya, si les restrictions durent plus d'un mois, son cinéma ne pourra pas survivre. Il y a très peu de cinéma en Afrique de l'Ouest et la fermeture de cette salle serait une grande perte pour les amateurs du 7e art. Ici aux États-Unis, de plus en plus de femmes participent au sport traditionnel de l'haltérophilie dominé par les hommes. Faiza El Masri a visité une salle de gym à Rosedale, dans le Maryland, pour savoir comment ce sport a vraiment décollé. Je m'appelle Marielle Gaviola. Je travaille comme correctrice dans une société d'investissement financier à Baltimore. J'ai commencé à concourir en 2018 ou 2017. J'ai eu pas moins de 6 médailles d'or dans mes catégories de poids.
Je pense qu'aux États-Unis, l'haltérophilie a vraiment décollé très tôt. De nos jours, je pense que les médias sociaux ont une vue très intéressante sur l'haltérophilie et les femmes. C'est un très bon message de voir que les femmes peuvent être fortes au lieu d'être simplement minces. Nous sommes belles en dehors de nos apparences physiques. La plupart du temps, j'entends dire « les femmes ne sont pas censées soulever un poids lourd. Tu vas te blesser. Ton anatomie n'est pas construite pour ça. Tu ne peux pas rivaliser avec les hommes. Tu es trop petite. » D'après mon expérience, les hommes et les femmes peuvent gérer à peu près la même charge de travail. Il y a environ 52 à 55% d'hommes dans ce gymnase et environ 45% de femmes. Parfois, un homme avec un ego viendra ici et très rapidement voudra vérifier son ego parce qu'il voit qu'il y a des femmes soulevant plus de poids que lui. J'ai commencé l'haltérophilie il y a environ 1 an et demi. Et avant cela, j'ai fait du crossfit pendant 1 an. L'haltérophilie a beaucoup d'avantages pour moi. Le plus grand est évidemment le côté physique. Voir l'amélioration de la corpulence et la force a été énorme pour moi. L'autre côté des choses, c'est évidemment le mental. Ça m'aide à faire face au stress de la vie quotidienne. Donc, c'est un peu mon exutoire. C'est aussi ma vie sociale puisque je passe tant d'heures ici. C'est normal que les femmes soient fortes et puissantes. Je pense qu'il y avait un stigmate pendant longtemps que les femmes n'étaient pas autorisées à avoir des muscles. Les femmes prennent ce sport très au sérieux et remarquent qu'elles ne deviennent pas grandes et encombrantes comme elles s'inquiétaient, mais elles deviennent en forme, fortes et plus confiantes. C'est une bonne chose pour n'importe qui. Vous ne pouvez pas laisser les stéréotypes autour de vous affecter comment vous vous sentez et ce que vous voulez poursuivre. Et c'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité à VOA Afrique. Portez-vous bien, protégez-vous, passez une excellente soirée. مثلا